vais terminando, por favor. J'ai un peu l'affiche à nouveau avec le petit micro. Egun on guztioi, egun on eta ongi etorri Donostia Zinemaldiaren 74. edizio honetako lehen prentsaurreko honetara, sail ofizialaren lehen prentsaurreko honetara. Muy buenos días a todos y sobre todo bienvenidos a esta primera rueda de prensa de la 64ª edición del Festival de San Sebastián. Como saben, esta rueda de prensa corresponde a la película que inaugurará esta noche oficialmente la sección oficial y, por tanto, inaugurará esta edición del festival. Se trata de una producción francesa titulada La File de Brest. El equipo de la película que nos acompaña está compuesto por Emmanuelle Bercot, directora y co-guionista de la película, Sitze Babett-Knudsen, la actriz protagonista de la película, Irène Franchon, que es la médico en la cual está basada la historia que relata la película, y las productoras Caroline Benjot y Carole Escota. Como siempre, estaban dispuestas a contestar a todas las preguntas que les hayan surgido tras la proyección y nosotros también dispuestos a comenzar ya con la primera pregunta. Buenos días, pues felicitaciones por tratar un tema tan impactante con esos aspectos tan emotivos. Yo quería preguntar si es que Francia tiene más libertad de prensa o es que es el país donde más se dan los escándalos sanitarios, como el de las mamas, las prótesis de mamas, la sangre contaminada. En América Latina tenemos mucha censura con este tipo de historias. Entonces, yo quería saber qué tipo de censuras tuvieron ustedes para acercarse al tema que han tratado. Vamos a esperar un momento a que le traduzcan la pregunta. Je vais répondre, je suis le docteur Irène Frachon. On a dû affronter la censure en France. Vous avez... Je sais pas si c'est... Vous pouvez continuer. Il faut qu'elle prenne un... Il faut qu'elle prenne un... Voilà, d'accord. En fait, nous avons dû affronter une censure en France extrêmement rude, comme vous avez pu le voir, je pense, pendant le film. C'est-à-dire que lorsque j'ai décidé de publier le témoignage de ce que j'avais vu et qui, pour moi, relevait d'un crime industriel, j'ai publié un livre et il a été attaqué par le laboratoire tout de suite, avant même d'être mis en rayon, et il a été censuré 2 jours après avoir été mis en rayon, interdit, et il a fallu le retirer. Et j'ai pensé que cette alerte ne serait jamais entendue et que cette censure allait incroyable pour moi. Depuis, j'ai compris beaucoup de choses, mais que cette censure absolument scandaleuse donnée par la justice française, en première instance, qui a donné raison au laboratoire, qui est un laboratoire très puissant en France, le laboratoire Servier. Et donc, le livre a été retiré. Heureusement, il y a eu, et c'est l'histoire du film, beaucoup de personnes qui ont relayé cette alerte et qui ont permis que la question qui était posée par le livre, combien de morts après la commercialisation pendant plus de 30 ans de ce médicament, il puisse y avoir une réponse. La réponse était terrible, ce sont des centaines de morts en France. On pourra parler aussi de ce qui s'est passé en Espagne, parce qu'il y a eu des morts en Espagne. Et la justice en appel a finalement donné raison et levé la censure. Mais la censure s'est abattue de manière très brutale, inacceptable, et je suis très heureuse que le film raconte cette censure inacceptable en France. Siguiente pregunta, por favor. Rodrigo Fonseca, TV Globo Brasil. Très très bon film. Congratulations à tous. Emmanuelle, pouvez-vous dire quelque chose sur votre travail avec votre chef-op, Guilherme Schiff, s'il vous plaît?
ça fait 3 films que je fais avec lui, donc on commence à bien se connaître. Et c'est très difficile, le travail de la lumière, c'est un peu comme le travail de la musique, c'est très difficile de trouver des mots pour en parler, pour se faire comprendre. Donc moi j'ai toujours beaucoup travaillé à partir de photos, d'images, et c'est mon moyen de communication avec Guillaume. Je fais comme un portfolio iconographique qui lui donne un peu l'idée de ce dont j'ai envie comme lumière. Alors là, sur ce film, on était un petit peu contraints parce que, comme vous l'avez vu, les décors ne sont pas esthétiquement très porteurs. Voilà, c'est beaucoup de pièces sans relief, blanches, donc c'était extrêmement difficile pour lui à éclairer, mais on a fait du mieux qu'on pouvait parce qu'on tenait vraiment à tourner dans les décors réels. Et il se trouve que voilà, ces décors n'étaient vraiment pas faciles pour un chef opérateur. Hola, buenos días. Javier Suárez, de Adictos al Espectáculo. Esta película es para Sitges. Es una película que toda la película carga sobre tus hombros. Desde el primer fotograma hasta el último estás presente en pantalla. Es una historia real, una historia que yo creo que, aparte del libro, ahora va a llegar a muchísimas más personas en todo el mundo. ¿Sientes esa presión añadida o sentiste esa presión añadida cuando entraste en el guión de no estoy en una película más, estoy en una película diferente? ¿Y cómo fue tu relación con Irene Frachón para presentar el personaje y felicitarte porque estás inconmensurable en la película? Gracias. Can I speak in English? Is that okay? Yeah. Well, first of all, as you've seen, the book is only the first, I think, 3/4 of the film. The story continues after, so in that sense, there's the liberty of inventing a part of the story, because in the book as well, it's not. You don't really see the private side of her. You don't see the humanity. It's more the trial and such. So I did not feel any kind of pressure towards. I didn't feel more pressure than this. But what was important was that this was a portrayal of a woman who exists today and who is with us today, and that was. That could have been scary because she's here to judge me. But the thing is, Irene gave me a lot of liberty. She permitted me to steal from her and be inspired by her, but also to contribute and to invent. So I think the Irene in the film is a little bit Irene Frachon, a little bit Emmanuel Berco, and a little bit Sisbeth Knudsen. Was that the question? Okay, thanks. Siguiente pregunta, por favor. Bonjour, je suis là. Est-ce qu'il y a un rôle pour la Bretagne dans le film? Alors, je crois que ce rôle, il est très important. Il est partout présent, aussi bien dans les lieux que dans les paysages, mais aussi avec toutes les personnes qui ont participé à ce combat. Je ne suis pas danoise, mais je ne suis pas non plus bretonne. Je suis bretonne de cœur. Et donc, j'aurais pu venir du Danemark ou d'ailleurs. Par contre, je travaille depuis 20 ans dans cet hôpital. Brest est ma ville de cœur. Et j'ai travaillé avec des collègues qui sont bretons de souche. Antoine Le Bihan, que vous avez vu dans le film, il s'appelle Grégoire Le Gall. Yannick Jobic, c'est son vrai nom, le cardiologue. Vous avez vu aussi des patients à l'écran et vous avez vu l'éditeur Charles Kermarek. Ce sont tous des Bretons. Et chez nous, on dit des solides Bretons. J'en avais bien besoin. Certains parlent même couramment le breton. Donc il y a une très grande fierté, je crois, des Bretons et des Brestois. Et ils me permettent encore aujourd'hui de faire face
à un laboratoire pharmaceutique qui reste aujourd'hui impitoyable avec ses victimes. Voilà. Donc la Bretagne, ouais, je pense qu'elle est portée très haut et elle est portée dans ce film. Sí. Hola, buenos días. Una pregunta para la directora y otra para la actriz. Para la directora, pues un poco el tipo de preguntas que se suelen hacer también con estas películas. ¿Cómo llegó el proyecto? ¿Cómo conoció el libro? ¿Ya lo conocía con antelación? ¿O a raíz de que le ofrecieron el proyecto lo leyó y conoció a la doctora? Y un poco qué libertades ha podido permitirse para contar la historia. No sé si también el libro contempla temas familiares o la propia doctora le iba contando la relación con su familia y con el resto de su entorno. Y para la actriz, pues un poco también cómo trabajó su personaje y cómo tenía quizá de consejera, si es que la tuvo, a la propia doctora. Gracias. Donc ce sont les productrices qui sont ici qui m'ont incité à lire le livre d'Irène Frachon et surtout ensuite à la rencontrer. Donc comme l'a dit Cisseux, le film, le livre c'est la moitié du film. Toute la deuxième partie du film c'est ce qui s'est passé après le livre. Donc ça a été grâce au témoignage d'Irène qui nous a raconté énormément de choses, aussi des choses qui n'étaient pas dans son livre, et puis surtout qui nous a permis de rencontrer la plupart des protagonistes réels. Et c'est là-dessus qu'on s'est appuyé pour écrire le scénario, ce qui a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait aussi tout l'aspect technique et scientifique de cette histoire qui est très complexe à digérer et à restituer de façon abordable pour le grand public. Des libertés, on en a pris assez peu. Bon, la famille Frachon, c'est une famille extraordinaire. Et il faut la voir pour le croire. Donc Irène parlait un peu de sa famille dans son livre, mais c'est surtout que nous, on a passé du temps chez elle, on a rencontré les enfants, son mari, et c'est surtout de ce qu'on a, de ça dont on s'est imprégné pour restituer cette partie-là d'Irène qui est très importante dans le film. Et les seules libertés, je dirais, que j'ai prises, qu'on a prises, c'est que c'est dans la relation entre Antoine Le Bihan et Irène Frachon, ou parce que c'est du cinéma et qu'il faut créer des tensions, des rebondissements. On a rajouté des conflits, des moments de crise, et puis une très 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 légère ambiguïté sentimentale qui j'espère qu'Irène ne va pas me contredire, n'a jamais eu lieu dans la vraie histoire. Voilà. Yeah, and for me, it was the same thing. You asked about working on the part. I also met Irène and Irene's family and visited her at the hospital and had a consultation with her. Well, I was not ill; someone else was. And I mean, the first time I saw Irène, it really felt like the first time I was sitting and in front of a real hero. I think it's the first time I have a real live female hero in front of me, and I was so inspired because she's such an interesting character. I mean, has so many, for an actress, there's so much to play on, because now you see her sitting here being official with journalists, and she's got her project, but she's the silliest person you've ever met as well. She's really, really funny and very lively and emotional, and I mean, as an actress, you can't get better material than Irène Frachon. So I couldn't do all of her. That's not possible. Only she can be all that much. But we took some of it, and some parts of her, for example, the humor. We also had to transform, because I can't. Like, it's like charm. You can't go in and steal someone's charm and copy it. You have to find it in herself. So, for example, there's an extraordinary her power, which is really there's something extremely positive in her force. It's very upwards all the time, and the way I could do it was in a more sort of
clownish, childish way, I think. That, so we chose some things. We chose some physicalities that we thought were, if not Irene, but in that kind of area. Bueno, parece ser que el símbolo que lleva en la garganta, que si no me equivoco es la cruz de los hugonotes, parece ser que tiene mucha fuerza, ¿no? en esta película, está presente en todo momento. Quería saber qué relación existe entre esos principios éticos, qué tipo de principios éticos son y cómo ha influido eso o influye en la energía que demuestra continuamente, ¿no? Y si eso es así, pues también para la protagonista, ¿qué piensa de esos principios y si se identifica con ellos? Alors, il y a deux choses. D'abord, je voulais juste dire, pour rebondir sur ce qu'a dit Cisseux, le meilleur test pour savoir si il y avait une rencontre entre Cisseux et moi, ce sont mes enfants qui ont vu le film et qui adorent leur maman à l'écran. Ils adorent leur maman de cinéma, ils la trouvent merveilleuse, donc ils l'ont complètement adoptée et c'était le meilleur test. Voilà. Et juste aussi, je suis souvent sérieuse quand je parle de cette histoire parce que je la trouve terrible, mais je sais rire. Et mes enfants, quelquefois, quand ils étaient petits, trouvaient que j'étais pas assez sérieuse, que j'étais trop clown. Donc tout ça est vrai, même si, bien sûr, quand on parle de l'affaire du Mediator, c'est difficile de faire le clown. Alors, les principes... Donc moi, j'ai été élevée par mes parents dans la religion chrétienne protestante, voilà. De mon père et de ma mère, et j'ai reçu cette éducation-là. Et bon, en fait, c'est assez simple. Les principes qu'on reçoit sont ceux de la religion chrétienne, c'est-à-dire d'abord peut-être de ne pas avoir peur, et la deuxième chose, de se dire qu'on n'est pas seul. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut s'intéresser en priorité à ceux qui souffrent. C'est aussi la vocation de médecin, même si quelquefois on le fait comme on peut, avec voilà, ses qualités et ses défauts. Et ce qui a été pour moi effectivement une bascule, c'est quand j'ai commencé à comprendre qu'en face de moi, j'avais pas seulement des malades, mais des gens qui avaient été empoisonnés et qui étaient empoisonnés au point d'en mourir. Et ça a été pour moi un choc. Et alors que je vivais assez, sans me poser beaucoup de questions, voilà, avec ma vie de famille et mes principes, mais je n'avais pas vraiment besoin d'aller les chercher. Et quand cette histoire est arrivée, ces principes-là, tout à coup, sont devenus vivants. Et c'est ce qui m'a permis de ne pas accepter et de rentrer dans le combat sans avoir peur, parce qu'il n'y avait pas d'autres questions à se poser et il n'y avait pas d'autre option possible que de combattre. Voilà, donc oui, à ce moment-là, je me suis dit, j'avais ça en moi, ce moteur-là, mais là, le moteur, il s'est mis en route à ce moment-là. Would you like to add something? There was a question for you too. Oh, there was a question for me too. Yeah, principles, right? Do I share the same principles? I do not have the same religion, but I wore this all the time, and I think it's a big part of the character that I did as well. Even though we don't really talk about religion in the film, I think it's essential for her. She's got that. She's got her family. I think that's super important. And I personally have not followed the story. I'm from Denmark. It wasn't something that I noticed. But I had, on the other hand, this is a bit apart, but I played the Prime Minister in Denmark, and with every episode we had a subject, and I would look into that subject. And one episode was about my daughter in the film who has a depression, and so we read about all the statistics about the antidepressant medicine you give children, and I was in shock
of how easily it is thrown across the counter. And I'm not a political person, so my idea is not to go out and write a story about it, but I did notice afterwards that people around me had children, normal children, who sometimes weren't functioning the way society wanted them to, that were presented with pills from their doctors, and you know, you just have to say to everyone, don't do it. I mean, that's the way. That's my little. No, I couldn't answer that question. Sorry. Okay, next one. Hola, buenos días. Una mesa como esta no es muy habitual en los festivales de cine, y menos un día de inauguración. Aparte del valor de la denuncia de la película y del compromiso del festival inaugurando con cine europeo, ¿en qué medida creen que la inauguración de hoy simboliza la lucha de las mujeres, ya sea en la medicina, en el cine o en la vida en general? Je réponds un peu, ouais. Alors, c'est vrai que nous sommes beaucoup de femmes, et je pense que ce n'est pas tout à fait une coïncidence. En tout cas, en ce qui me concerne, on m'a souvent dit qu'une partie de ma position, peut-être, on a parlé des principes tout à l'heure, mais que le fait d'être une femme, d'abord, me donnait envie de défendre ces victimes, peut-être avec quelque chose d'un petit peu maternel, c'est-à-dire que je ne supporte pas qu'on s'attaque à ces victimes, et peut-être que ce serait pareil si c'était mes enfants, même si, voilà, je les considère comme des grandes personnes, bien sûr. Et la deuxième chose, c'est que les femmes ne sont pas des femmes peut-être moins attachées au pouvoir ou à l'ambition, peut-être, je ne sais pas, mais que, en tout cas, dans mon histoire, je me suis un jour dit, je suis femme, je travaille dans un hôpital en province, je ne suis pas un grand professeur, je n'ai pas des liens partout avec l'industrie, je peux continuer mon travail, quoi qu'il arrive, et si moi je dénonce pas ça, personne ne le fera. Et le fait d'être une femme compte aussi, et je pense que... bon, voilà, c'est vrai que les femmes sont très importantes dans cette histoire. Et pour répondre... Ce sont des femmes aussi qui ont été agressées par ce médicament. 80% des victimes du Mediator sont des femmes qui ont été niées dans leur corps, qui ont été sacrifiées, véritablement, ce que vous avez vu, parce qu'elles voulaient être plus belles, qu'elles voulaient maigrir souvent. Et tout ça, pour moi, est très important. C'est l'image de la femme aussi qui est agressée. Voilà. Et ça, c'est quelque chose... moi, je suis très, très heureuse de la façon dont Emmanuel a représenté ce qui est pour moi le sacrifice d'une femme. Voilà. Et même un supplice. Pour vous répondre concernant l'ouverture du festival avec ce film-là, on est extrêmement heureuse d'être là et on remercie évidemment les directeurs du festival de nous avoir proposé d'ouvrir le festival avec ce film. L'idée était de faire un cinéma qui bien évidemment racontait une histoire d'engagement extrêmement fort, mais qui soit aussi un film accessible avec une proposition de cinéma et qui soit un film populaire avec une proposition de cinéma. C'est vrai qu'en tant que productrice, on trouve que trop souvent, le cinéma populaire n'est pas forcément entre les mains des plus grands cinéastes et qu'on pense que le grand cinéma, et on trouve que Emmanuelle Berco est une très grande cinéaste, peut faire des films accessibles et doit s'emparer de ces sujets qui sont des sujets engagés et qui sont des sujets populaires. Donc j'ai l'impression quand même que l'ouverture du festival reflète ça et nous permet, nous, de percevoir ce film comme étant de cette nature hybride. Et on en est extrêmement heureuse. Et je voulais aussi rappeler que Emmanuel avait fait l'ouverture du festival de Cannes l'année dernière avec un film qui s'appelait La tête haute et qui était un film extrêmement fort, extrêmement âpre, extrêmement engagé aussi. Et voilà, donc c'est peut-être aussi sa particularité.
Buenas, hola. Mi pregunta va dirigida a Irene, ya que bueno, a lo largo de toda la película hemos estado viendo cómo la presión que ejercen las farmacéuticas en la comunidad médica y el miedo incluso que tu personaje llega a tener por su seguridad. Y bueno, ahora ya, 6 años después de todo lo que ha ocurrido y ya con toda la historia ya pública, ¿qué tipo de represalias ha recibido por parte de la industria farmacéutica? Alors, ce que je vais vous dire est assez choquant. Aujourd'hui, bien sûr, les laboratoires pharmaceutiques en général m'en veulent parce que l'image de la pilule magique a volé en éclats avec cette histoire-là et les gens se méfient beaucoup plus des discours de marketing, etc. Mais en fait, les laboratoires me laissent tranquille. Ceux qui m'en veulent le plus en France, c'est le corps médical français. Ce sont les médecins qui sont très liés à ces laboratoires et cette rupture de confiance et la remise en cause des liens quelquefois beaucoup trop forts entre les médecins et les laboratoires et dans lequel on oublie la personne et on oublie le patient, c'est quelque chose dont vraiment je suis très critiquée pour ça. Et je vais vous dire, par exemple, depuis 6 ans, alors heureusement je m'occupe beaucoup des victimes du Mediator, mais j'évite d'aller dans des congrès médicaux ou de rencontrer trop de collègues parce que je ne veux pas me faire agresser, et c'est déjà arrivé. Donc c'est assez dur. Je profite de ce que j'ai la parole pour dire une chose, parce que peut-être que personne ne le sait ici. Savez-vous, et je suis pour ça vraiment extrêmement heureuse d'être invitée à ce festival et de pouvoir vous en parler, l'Espagne a été le premier pays lanceur d'alerte pour le Mediator. Je vais vous le raconter en 2 mots. Donc le Mediator, alors on ne va pas parler scientifique, mais la molécule chimique, ça s'appelle le benfluorex. Bon. Et en Espagne, ça a été commercialisé comme en France, mais ça ne s'appelait pas le Mediator, ça s'appelait le Modulator. Il y en avait moins, mais pendant très longtemps, donc les Espagnols ont consommé du Mediator, Modulator. Et en 2003, des médecins espagnols ont vu une valvulopathie et ils ont dit « Ah, mais ça, c'est pas normal ». Et ils ont publié le cas de valvulopathie grave. Une femme de 50 ans, une Corinne. Et les autorités de santé espagnoles ont tout de suite réagi. Et alors, ce que je vais vous raconter est à peine croyable. Quand Servier, le laboratoire Servier, a vu qu'il y avait un cas de valvulopathie avec le Modulator, ils ont tout de suite demandé à l'Espagne, de leur propre initiative, de retirer le médicament en avançant des raisons économiques, en disant on retire le Modulator d'Espagne en 2003 parce qu'on n'a pas assez de marché et ça, économiquement, ce n'est pas rentable. Donc l'Espagne et les autorités ont dit ok, de toute façon, ça donne des valvulopathies, c'est très clairement écrit, mais on le retire. Le problème, c'est que comme la raison affichée était une raison économique, l'agence française n'y a pas prêté attention et le Modulator a été retiré en 2003 en Espagne, donc en 2009 seulement en France. Et en France, entre 2003 et 2009, le marché était devenu énorme et il y a eu des centaines et des centaines de morts à cause de ce mensonge de ce laboratoire disant que c'était une cause économique. Alors que nous avons la preuve, et j'ai tous les papiers là, pour ceux que ça intéresse, pour montrer que les Espagnols avaient parfaitement compris que c'était dangereux. Et aujourd'hui encore, face aux victimes, celles qui ont survécu, ou les proches de ceux qui sont morts, le laboratoire soutient que le retrait espagnol de 2003, c'était pour des raisons économiques, alors que toutes les preuves sont là. Donc l'histoire commence, pour moi, c'est très important, vous avez bien compris, d'être là aujourd'hui, parce que l'Espagne a fait le job. Tenemos tiempo para una última pregunta. Buenos días. Antes de nada, quería daros las gracias porque creo que este es el tipo de películas que dan sentido al cine, al menos para mí, porque dan altavoz a causas que necesitan ser escuchadas. Bueno, yo creo que esto es una historia sobre todo de mujeres luchadoras. A mí, la verdad que disfruto viendo la película y viéndoos aquí. Y mi pregunta es, más en el mundo del cine,
yo sigo notando que se deja bastante aparte, por lo menos a la mujer. Se puede constatar en los Oscars, no sé la situación en Francia, pero aquí también. Entonces, ¿cuál es vuestra percepción respecto a la lucha que se tiene que hacer también en el cine como mujer para, bueno, pues para introducirse en un sector que pienso desde mi punto de vista que sigue siendo bastante machista? Pour moi, en France, ça n'est pas un sujet, il n'y a aucun obstacle à faire du cinéma quand on est une femme, et je dirais bien au contraire. Mais je ne nie pas que ça n'est pas le cas dans beaucoup de pays, et notamment aux États-Unis. Mais nous, en France, on a la porte grande ouverte, et d'ailleurs, de plus en plus de cinéastes qui émergent sont des femmes. Il y a une espèce de vague énorme de femmes cinéastes qui émergent en France aujourd'hui. Moi, j'ai connu personnellement aucun obstacle, et je n'ai pas dû me battre pour me faire ma place parce que je suis une femme. J'ai dû me battre pour me faire ma place, mais pas parce que je suis une femme. And for me, it's the same in Denmark. There's no fight as such. What has been happening is that I think we've hoped. I mean, I'm happy for my job as an actress. I think we are going more in the direction where we see women having the story, you know. Whereas when I was young, I remember the first film I did, there was a problem with because I played the lead in my first film, and the PR people said, yeah, but nobody wants to see a woman on the poster, because women want to see men on posters, and men want to see men on posters. And I think that's changed, and I think, yeah, I think it's happening. Vous avez peut-être un truc à dire, vous, quand même. Je partage un petit peu l'avis d'Emmanuel. Je pense qu'en France, on a de la chance d'avoir un cinéma assez féminin, y compris dans la production, y compris dans les investisseurs. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir toujours dû me battre, et je ne saurais pas dire exactement quelle est la part du fait d'être une femme et la part d'avoir à défendre un cinéma indépendant et un cinéma qui est singulier, qui se veut singulier. Donc c'est vrai que c'est un combat, je dirais, plus large et qui dépasse le fait d'être une femme. En revanche, je pense même ici, je crois qu'il n'y a pas énormément de films de femmes dans la sélection, et aux États-Unis, on revient de Toronto, il y a aussi beaucoup d'hommes qui font du cinéma, et je pense qu'il y a encore des combats à mener pour faire exister plus ce cinéma, et on a même des collègues au bureau qui ont monté une association qui s'appelle le Deuxième Regard et qui milite pour ça, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire néanmoins. Mais disons que, comme dit Cisseux, on est sur une phase, disons, qui nous donne des raisons d'y croire un peu plus et d'être plus optimiste. Bien, pues damos por finalizada la rueda de prensa. Muchísimas gracias a todos. Merci, merci.